Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'UFC, d'Asie et d'Océanie. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que tout simplement, l'UFC 312 a été énormément décrié sur les réseaux sociaux comme l'un des pires PPV de 2025, que la carte était à chier, que c'était l'équivalent d'un Fight Night, qu'on se foutait de la gueule du monde, etc., etc. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de remettre un peu en contexte et de vous expliquer pourquoi cette carte, elle est très très loin d'être nulle et elle est parfaitement adaptée à sa situation. Donc tout d'abord, quelques chiffres pour bien remettre en contexte cette vidéo. Ça, c'est l'état de la population mondiale. Donc vous avez en bleu la population en 2013 et en rouge la population en 2050. Les chiffres qui vont nous intéresser, c'est l'Asie et l'Océanie. C'est deux endroits où la population est en grosse croissance et ils vont passer de 4,3 milliards à 5,3 milliards en Asie, et en Océanie, ils vont passer de 38 millions à 58 millions. Donc c'est énorme, c'est des continents qui sont les continents de demain avec l'Afrique, et c'est pour ça que l'UFC doit aller sur ce terrain. Également, il est à noter que l'âge par continent, ce sont des populations qui sont jeunes et qui donc sont potentiellement intéressées par le MMA. C'est ce que vous pouvez voir sur le graphe. Vous avez en orange et en violet les âges médians de l'Océanie. On peut voir que là où en Europe, l'âge médian, il a 45 ans, ici on est sur 32-33 ans, donc c'est des âges où les gens sont jeunes, et l'UFC, c'est sa cible de population. Une fois qu'on a compris ça, on se dit, l'UFC veut aller en Asie, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà de la concurrence locale? Et pas de la concurrence, il y en a beaucoup. Vous allez retrouver par exemple le Matrix Fight Night en Inde, en Chine, le KLF avec le Wunling Feng, en Corée, vous avez le Road FC. Au Japon, on a une grosse culture MMA, notamment avec le Rising et le Deep. Et vous avez surtout une grosse domination dans la région du One Championship. Également le Brave FC, qui vient de temps en temps faire des shows dans la région asiatique. Et donc, on est déjà sur un marché saturé. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'UFC, elle veut prendre sa part du gâteau de l'audience asiatique et océanique. Et donc, pour cela, et dans cette logique de croissance, l'UFC, elle va faire des cartes avec des combattants locaux pour intéresser les gens. Elle ne peut pas faire venir une carte avec que des Américains. Pour rappel, quand vous êtes en Asie, pour regarder l'UFC, c'est principalement des chaînes locales. Il y a très peu de PPV, à part en Australie et à Singapour. Pour tout le reste, ce sont des chaînes locales, un peu comme en France avec RMC Sport, où pour 20 € par mois, vous avez l'intégralité des Fight Night, mais des numérotés, sans rajouter d'argent. Il est à noter aussi que l'Asie a un gros décalage horaire avec les États-Unis. Et donc, quand il est 20h à Sydney, il est 1h du matin à Los Angeles et 4h à New York. C'est pour ça que ça n'a aucun sens d'avoir des cartes avec des Américains, parce que les Américains dorment à cette heure-ci. Et qu'il est très compliqué de faire vendre du PPV à 80$ à des gens dont c'est la nuit. Sur le dernier UFC avec Duplessis, petite exception, parce que les gens sont quand même pas mal levés pour regarder Strikeland, et il y a eu quand même pas mal de ventes de PPV. Mais globalement, quand vous allez en Asie, vous n'y allez pas pour les PPV, vous y allez juste pour faire de la diffusion et prendre des parts de marché du MMA en Asie. Maintenant, on va s'intéresser aux dernières cartes de l'UFC en Asie-Océanie pour bien comprendre le contexte des cartes qu'ils montent. La première carte qu'on va regarder, c'était l'UFC 275, donc c'était en main event, Jiri Prochaska contre Glover Teixeira, et en co-main event, Shevchenko contre Santos. Mais en dehors de ça, sur le reste de la carte, je vous ai encadré en rouge des combattants locaux. La carte était à Singapour, et donc on a 11 combattants sur les 22 qui sont des combattants locaux. Et c'est pour ça que cette carte a particulièrement bien marché là-bas. C'est parce qu'on faisait combattre des combattants locaux, et c'est ça qui intéresse et passionne les foules. Le 11 février 2023, l'UFC revient à perte en Australie sur un format numéroté, le numéro 284. Le main event, c'était la victoire de Makhachev sur Volkanovski, qui est, rappelons-le, néo-zélandais. Et donc sur cette carte, comme vous pouvez le voir à l'écran, encadré en rouge, ce sont des combattants locaux. On avait 11 combattants asiatiques océaniques sur les 26.
Le 26 août 2023 se tient un UFC Fight Night à Singapour. On peut voir que le main event, c'était Holloway contre le Korean Zombie. Et là, pareil sur la carte, de très nombreux combattants locaux, donc il y en a 8 sur 26. Le 9 septembre 2023, s'était tenu l'UFC 293 avec Adesanya, qui rappelons-le est néo-zélandais, contre Strickland. C'était à Sydney. Et encore une fois, quand on regarde la carte, bon, je considère que Kevin Jousset, comme il s'entraîne en Nouvelle-Zélande, il est plus néo-zélandais que français. Et donc quand on regarde cette carte, on a 11 combattants sur les 22 qui sont des combattants locaux. Donc ce qui est énorme, et c'est comme ça que l'UFC se fait connaître en Asie. Et donc c'est des cartes qui ont du sens. Le 17 août 2024, l'UFC 305 se tient également en Australie à Perth. Et là, c'est Duplessis contre Adesanya. Donc Duplessis, je le mets pas dedans, mais globalement, comme c'est un Sud-Africain, il est plutôt très suivi en Océanie avec la culture rugby. Et donc sur cette carte, on a 12 combattants sur les 22 qui sont des combattants locaux. Donc encore une fois, les UFC ont du sens. Et enfin, le 23 novembre 2024, c'est un UFC Fight Night qui se tient à Macao en Chine. Et là, une nouvelle fois, on a une carte qui est locale et régionale avec 14 combattants sur les 26 qui viennent d'Asie et d'Océanie. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est quand l'UFC part là-bas, c'est avec des cartes locales. Et donc, est-ce que c'est rentable? Alors, il y a une carte dont je ne vous ai pas parlé qui était l'UFC 193. Elle est importante d'un point de vue de la rentabilité. C'était Roussi contre Holmes. Donc ça s'était tenu à Sydney. Il y avait eu plus d'1 million de PPV vendus, ce qui avait représenté un chiffre d'affaires de 77 millions de dollars de vente de PPV. Il y avait eu 56 000 entrées pour regarder ce match, ce qui correspondait quasiment à 7 millions de dollars de vente de billets sur place, ce qui est colossal. Donc là, je vous ai fait un petit tableau récap avec tous les UFC qu'on a vus avant. Donc globalement, on peut voir que il y a de la vente de billets et il y a de la vente de PPV. On est souvent pas loin des millions et donc ça fait pas des énormes écarts avec des cartes américaines et donc c'est pour ça que l'UFC y va, c'est parce que c'est très rentable et que ça permet de pénétrer le marché asiatique, de ne pas le laisser de côté et de maintenir un intérêt du public pour son organisation. S'il n'y allait pas, le One prendrait toute la place et l'UFC perdrait des parts de marché, donc des parts d'audimat et donc des droits télé. Il faut voir que par rapport à des événements américains, il y a des gains indirects. Les gains indirects, c'est quoi? C'est quand vous allez regarder l'UFC en Chine, vous allez regarder un diffuseur local, et plus de monde regarde la diffusion locale, plus les droits télé de l'UFC seront mieux négociés les années d'après. Donc ça, c'est tous les gains indirects dont on a très peu d'informations, mais qui pèsent énormément dans la balance. Sinon, l'UFC n'irait pas. L'UFC est une entreprise qui cherche la rentabilité. Et donc, si on revient sur l'UFC 312, donc par rapport à ce qu'on s'est dit avant, l'UFC 312 qui s'est tenu le 8 février 2025 à Sydney, on a 13 combattants qui sont des combattants locaux et c'est pour ça que la carte a hyper bien marché. C'est parce que les gens sont intéressés par des combattants et des combats locaux. Donc la carte a été géographiquement parfaitement adaptée. Strickland, il a permis de vendre quelques PPV américains pour les gens qui se sont levés tôt. Il y a eu beaucoup de PPV en Asie-Océanie et ça représente près d'1 million de PPV vendus, ce qui est énorme pour une carte qui se passe entre 1 et 4 heures du matin aux États-Unis. Et donc là, je vous ai mis le score en bas. On voit que c'est un de leurs plus gros scores. On est sur 7 millions de ventes de billets au niveau de la porte d'entrée et on est à plus de 80 millions de revenus PPV, ce qui en fait une des très très bonnes opérations de l'UFC. Donc la carte, c'est pas qu'elle est nulle, c'est juste qu'elle est adaptée géographiquement et la preuve par les chiffres, ça s'est hyper bien vendu pour un UFC numéroté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de comprendre que l'UFC 312 était une carte parfaitement bien montée par les matchmakers du UFC, complètement adaptée à la région, et les chiffres montrent qu'ils ont eu totalement raison d'un point de vue marketing. Donc bravo à eux, ils sont vraiment très 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 forts, c'est vraiment l'organisation numéro 1. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de mieux comprendre
pourquoi l'UFC 312 semblait être une carte de merde, alors qu'en fait, pas du tout.